cochon qui était vraiment délicieux, cuit à la broche, hein, dont on peut féliciter notre ami Alain Barnier. Je crois qu'on peut l'applaudir quand même parce que malgré les avanies, il a mis le paquet. Voilà. On va essayer de faire, comme l'a recommandé Alain de Peretti, on va essayer de faire un peu professionnel. Donc, dimanche prochain, je ne peux pas ne pas en parler, dimanche prochain, 29 octobre, à la Grande Motte, les assises de l'enracinement à partir de 9h30. Il y aura une vingtaine d'intervenants, une table ronde, et vous aurez 4 orateurs qui sont intervenus pendant cette journée. Alain de Peretti, il y aura Pierre Cassin qui est là-bas, il y aura le général Piquemal, et il y aura moi-même, plus un certain nombre donc de nos amis qui seront là. En plus, vous aurez le groupe des Brigandes, voilà, qui fera un concert de 5 chansons Estrepo. Voilà donc pour le premier. Chers amis, je vais vous parler un peu de la contre-culture de l'enracinement. En une génération, avec les fondements du bloc soviétique et les dégâts collatéraux liés à la mondialisation, la tendance socio-politique, économique s'est inversée et les problématiques identitaires sont désormais au cœur des débats. Mondialisation ou localisme, gouvernance ou souveraineté, suppression ou renforcement des frontières, libre-échange ou production, laïcisme ou retour au sacré, multiculturalisme ou identité. Et d'ailleurs, tout récemment, Éric Zemmour nous a dit que la question de l'identité serait celle qui serait à l'ordre du jour des 20 prochaines années. Sous la pression de l'oligarchie et du politiquement correct, nos dirigeants, une fois de plus, se sont couchés. À titre d'exemple, en moins de 40 ans, des diverses politiques dites de la ville, ce sont plus de 150 milliards d'euros qui ont été prélevés sur les efforts des Français pour acheter la paix sociale aux zones islamisées. Et pendant ce temps-là, on laisse mourir la France des Gaulois. Cette France rurale, aujourd'hui sacrifiée, dans laquelle un paysan se fout en l'air tous les 2 jours. L'affrontement à venir, la République jacobine en portera la responsabilité, car enfin, c'est bien elle qui nous impose la préférence immigrée et islamique avec des millions d'arabo-musulmans porteurs d'une autre histoire, d'une autre civilisation et de notre avenir, celui-là qui n'est autre que la charia. C'est bien la République jacobine qui, par sa politique, ses lois et ses tribunaux, organise, comme le dit fort bien Renaud Camus, notre grand remplacement. Et oui, nous sommes confrontés à un grand remplacement démographique qui entraîne fatalement un grand remplacement civilisationnel. Tout simplement parce que ces populations arrivent avec leurs mœurs et que les générations nouvelles sont élevées dans la culture de leurs ancêtres. C'est dans la nature des choses. Et pour reprendre la formule de Jean-Yves Le Gallou, tout comme le pommier donne des pommes, l'Africain africanise et le musulman islamisme, et il est tout aussi naturel que les Européens veuillent perdurer en tant que tels et conserver leur tradition. La tradition n'est pas le passé, elle est justement ce qui ne passe pas. Et la négation de la tradition, ce n'est pas la modernité, mais bien le nihilisme. C'est lui le responsable du désenchantement du monde et de la disparition du sacré. C'est lui le responsable de la disparition du sens qui hiérarchise les valeurs de la vie en plaçant ce qui est supérieur au-dessus de ce qui est inférieur. Une fois disparue la rassurante protection des anciennes communautés, des anciennes croyances, l'individu roi est immédiatement saisi par son propre vide et calme ses angoisses par la consommation compulsive d'un homo festivus. La sinistre expérience du nihilisme nous enseigne à contrario qu'être homme, c'est être de quelque part, appartenir à une lignée, à une tradition. Être homme, c'est habiter un monde et s'y enraciner. Selon Dominique Vénère, vivre selon la tradition, c'est se conformer à l'idéal qu'elle incarne, cultiver l'excellence par rapport à sa nature,
retrouver ses racines, transmettre l'héritage et être solidaire des siens. Cela veut dire également chasser le nihilisme. Cela signifie retrouver la perception poétique du sacré. Pour répondre à la fondamentale question de ce qu'ils sont, les hommes ont toujours répondu en invoquant le lignage, la langue, la religion, la coutume, la tradition, les racines, c'est-à-dire leur identité. Et force est de constater que les réponses fournies par un Européen et un Arabo-musulman ne sont pas forcément compatibles. Car n'en déplaise à certains souverainistes, l'islam est totalement incompatible avec la tradition européenne. Doit-on leur rappeler la formule d'Éric Zemmour que je viens déjà d'évoquer? Une république islamique pourrait être souveraine, mais serait-elle encore la France? Doit-on également leur rappeler que l'Europe, depuis le 8e siècle, s'est édifiée dans la lutte contre l'incessante menace islamique, tour à tour arabe et puis turque? Il n'est pas anodin que la chanson de Roland, œuvre fondatrice de la littérature française, ait pour thème l'un des premiers épisodes de la Reconquête. Roland Lepreux fut célébré dans toute l'Europe. En lui s'accomplissait la figure spécifiquement européenne du chevalier, l'homme clair de visage et clair de cœur. Bien que lointaine, la figure du chevalier a triomphé des marchands et demeure encore intacte dans les rêveries des petits garçons d'Europe. Nos valeurs sont pérennes depuis l'âge du bronze. L'héroïsme tragique devant le destin, la souffrance et la mort. L'individualité et la verticalité du héros, opposées à l'horizontalité indistincte de la multitude. La vaillance, vertu masculine essentielle, récompensée par l'éternisation des meilleurs, et la féminité reconnue, respectée et admirée. Rien n'est plus révélateur de la nature d'un peuple que sa façon de concevoir l'amour. Si la fonction sexuelle ne connaît pas de frontières, l'amour, lui, est inséparable de la culture, donc de l'âme des peuples. L'image de la femme dans l'islam n'est pas celle que dévoile la légende de la belle Hélène, celle d'Andromaque ou de Pénélope, celle de Brunehilde ou de Guenièvre, les romans de Flamenca ou de Chrétien de Troyes. Non, mes amis, l'esprit de Scheherazade n'est pas celui de Marie de France, et Simbad de Marin ignore le sentiment tragique qui accompagne Ulysse jusqu'au bout de l'Odyssée. Le christianisme occidental, en réalité un pagano-christianisme, a charpenté l'âme européenne pendant près de 1000 ans. Du 8e au 18e siècle, cette religion que structurait la tradition romaine avait fourni bon gré mal gré aux Européens une cohésion intérieure et une justification de leur présence au monde. Le Dieu chrétien est peu à peu devenu celui des Européens qui s'imaginaient maîtres de la terre. Tout cela est révolu. La royauté de l'Europe ayant été renversée, les églises chrétiennes ont tourné leur attention vers la multitude des autres races et ont cessé de vouloir incarner la religion des Européens. Sauf exception, ces églises n'offrent plus aucun ferment de résistance au chaos. Elles agissent le plus souvent comme un poison qui amplifie le mal de l'intérieur, et ce en dépit de la résistance des catholiques traditionnalistes et des églises orthodoxes autocéphales. Et la France est particulièrement touchée. Depuis des siècles, notre nation a été déracinée spirituellement par les effets conjugués du centralisme étatique et de la réforme, par le traumatisme de sa révolution et la répétition de ses guerres civiles. Son être atteint dans son essence, la France a perdu la plupart de ses immunités naturelles. Pourtant, et nous en sommes ici, la preuve vivante en elle constitue de se manifester des résistances à sa disparition. Pour mieux nous faire accepter l'invasion migratoire comme la juste réparation de notre histoire coloniale, la francophobie et la repentance ont transformé notre passé en passif. Et le phénomène s'est accru
avec l'adoption des lois mémorielles et culpabilisatrices. Pour permettre aux étrangers de conserver leurs racines, nous sommes de renoncer au nôtre, à un art de vivre, à une mémoire collective et à une histoire commune. Les cris d'orfraie n'y suffisent plus et les Français de souche ont conscience désormais que l'intégration des musulmans implique de fait l'islamisation du pays et par conséquent la désintégration de leur identité et la fin de certains modes de vie familiers. C'est cela que n'acceptent pas 2 Français sur 3, être dépossédés de ce que nous sommes. En témoigne ce sondage qui atteste d'un raidissement continu de la société française vis-à-vis de l'islam. Il révèle que 67% des sondés considèrent qu'il existe chez les musulmans un refus de s'intégrer à la société. Et presque la moitié donne pour cause principale les trop fortes disparités culturelles. Pour ces Français, souvent les plus modestes, pour lesquels l'enracinement se place au-dessus de l'économie, la rupture est définitivement consommée. Cette révolte sourde et légitime, c'est à nous de la vertébrer pour la faire éclater au grand midi. Parce qu'en tant que peuple autochtone, nous avons des droits. Nous évoquons le droit au refus d'être dépossédés de ce que nous sommes. Nous évoquons le droit de refuser de devenir des étrangers de notre propre sol. Le droit de refuser de nous retrouver un jour minoritaires dans un environnement qui fut autrefois familier et rassurant. Quant à moi, je vis au quotidien mon enracinement de 5 siècles dans ma région, 5 siècles avérés en pays occitan, sous une forme multiple et complémentaire. Un rapport qui est direct et étroit à nos terroirs. Un profond respect pour cette terre qui a nourri ma lignée, qui m'a vu naître et recèle nos si chers souvenirs. Un amour ressenti physiquement comme une absence quand je m'expatrie trop longtemps et qui m'emplit de joie quand je rentre au pays. Ce qui ne m'empêche pas, bien au contraire, d'être fier d'être français, d'être attaché à l'histoire de France, à sa langue, à sa culture, car l'honneur de notre petite patrie n'exclut pas l'attachement à la grande. Et avec Charles Maurras, je conçois notre pays comme une fédération des provinces de France. De même qu'en tant que Français, je suis fier d'appartenir à cette communauté de destin qu'est la civilisation européenne. Mes amis, le vent de l'histoire gonfle à nouveau nos voiles. Il est temps de réaffirmer que la prise de pouvoir peut réussir si nous utilisons de façon concertée le terrain de la rue, le terrain des urnes et le terrain de la rue. La prise en main de l'action culturelle, du secteur associatif ou des pouvoirs locaux nous permettra de déplacer encore le centre de gravité de l'opinion. Pour les libéraux, le corps social de la nation ne serait qu'un agrégat de citoyens, une juxtaposition d'individus présents à un instant T. Exige la transparence, la transcendance qu'apporte le partage d'un héritage et d'un destin commun. Pour ces Français, souvent les plus modestes, pour lesquels l'enracinement et l'attachement à une patrie, qu'elle soit locale ou nationale, se place au-dessus de l'économie. Pour ces Français, la rupture est consommée. Aux yeux de la France des relégués, l'immigration ne passe plus pour une fatalité. Il est évident qu'il s'agit d'un plan concerté de remplacement, une délocalisation à domicile lorsque le travail n'est pas exportable. Les grands cris n'y suffisent plus et l'amalgame est désormais évident entre insécurité économique, insécurité sociale, insécurité culturelle et insécurité civile. Héritier du colonel Rossel et de la Commune, nous savons, pour reprendre les mots de Charles Péguy, que les patries sont toujours défendues par les gueux et livrées par les riches. Pour les petits blancs de la France périphérique, il est clair que cette immigration de masse, qui ne pouvait que transformer fondamentalement notre cadre de vie et nos traditions, nous a été imposée pour satisfaire les seuls intérêts privés de l'oligarchie. Eux en tirent tous les bénéfices immédiats, baisse de salaire,
désyndicalisation du salariat, tandis que les coûts de la fameuse intégration, qui sont entre autres la formation, l'éducation, la sécurité, ainsi que les coûts sociaux, santé, logement, aide et prestations sociales, sont tous, eux, mis à la charge de la classe moyenne. Osons affirmer enfin, avec Dominique Vénère, que notre futur, contrairement à ce que beaucoup de nos concitoyens croient, que la fatalité, qu'il n'y a pas de fatalité à notre grand remplacement. Osons affirmer que seule la volonté des peuples leur forge un destin et que les seuls combats que l'on soit certain de ne pas remporter sont ceux qu'on ne livre pas. Osons affirmer haut et fort que la fatalité est un mensonge et que notre avenir nous appartient. Sacrifions enfin au Dieu Terminus, gardien des bornes, et réaffirmons fermement l'ensemble de nos limites communautaires. Nous en avons le droit tout autant que le devoir, parce qu'ici, mes chers amis, nous sommes chez nous. Et pour les amateurs de la langue nostre, un petit poème, on me l'a demandé, en quatre strophes. Ça s'appelle Los Courbaces. Ceux qui ne comprennent pas l'occitan, c'est les corbeaux. Vous verrez, vous allez comprendre. Giusto suleu, hi havia un poble, ni mai ni men gran che n'usau. Amb un solo differenzio, ero mestro dins un stal. Ma qualcun giorno tramuntano, arribet lu poble corbas, diguet de mouraren pas gaire, son sul bengus vous êtes juda. De mouraren, mai de set segle, ciapero tous, vignos et blat, dormidero, de dimacambro, gest le país mai adjuda. Omedoc, escute mon frère, c'est din tout nord, il y a une courbasse, rappeloté d'aquel historio, près une fusis, l'ou manquel passe. Peuple, ni grand, ni moins grand que nous-mêmes, avec une seule différence, il était maître chez lui. Voici qu'un jour de tramontane, arriva le peuple des corbeaux. Ils dirent, nous ne resterons pas longtemps, nous sommes simplement venus vous aider. Ils restèrent plus de 7 siècles, ils mangèrent tout, les vignes, les blés, ils dormirent dedans ma chambre, il n'y a eu jamais de pays plus aidé. Homme d'oc, écoute mon frère, si dans ton jardin il y a un corbeau, rappelle-toi de cette histoire, prends un fusil, ne manque pas.